On va parler donc de Notre-Dame, puisque le chantier de Notre-Dame a quelque chose à nous dire sur qu'est-ce que notre rapport au travail et sur le travail en général. Alors, j'avais prévu une introduction plus ou moins longue pour expliquer pourquoi on vient sur ce sujet, mais ce matin, Monseigneur Ulrich a tout dit dans son sermon. Donc, en fait, ce que l'on va surtout faire, c'est un peu rebobiner le fil du discours et essayer de voir un peu les différentes étapes. Alors, on a la chance donc d'avoir trois personnes qui ont chacun un point de vue différent. Pas un point de vue au sens d'opinion, mais un point de vue d'où ils se placent, puisque mais ils vont se présenter après pour plus expliquer un peu où ils se situent dans ce chantier pour Notre-Dame. Mais d'abord, donc on a Xavier Mayol qui est appareilleur et compagnon du devoir. Il va vous expliquer ce que c'est l'un et l'autre. On a François Asselin que vous connaissez et qui a déjà été présenté, mais je pense que ce sera utile de dire plus de détails sur l'entreprise Asselin et Olivier Ribado-Dumas, qui a différents rôles puisqu'il est recteur, archiprêtre, et puis on parlera après aussi de ce rôle en tant qu'affectataire. Alors, je ne sais pas si c'est l'Église qui est affectataire ou si c'est vous qui avez ce... Voilà. Donc, on va commencer donc par chacun va se présenter comment décrire ce qu'il fait, et puis dans un deuxième temps on partira de ce qu'ils ont fait dans le cadre du chantier de Notre-Dame. Donc Xavier, je propose que vous commencez pour nous expliquer ce que vous êtes et ce que vous faites. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Pour ma part, je suis appareilleur et avant tout tailleur de pierre et compagnon du devoir parce que j'ai appris ce métier de tailleur de pierre. J'ai fait un tour de France. Je suis moi-même devenu compagnon. J'étais reçu compagnon. Et par la suite, dans mon métier de tailleur de pierre, j'ai pris le poste d'appareilleur. L'appareilleur, en particulier dans les monuments historiques, c'est celui qui va, pour la taille de pierre, faire les relevés des ouvrages en pierre massive. Et comme il a la connaissance du chantier, de l'atelier et aussi du trait de taille de pierre, et on va tout de suite lâcher le gros mot, c'est la stéréotomie, c'est l'art de la coupe des volumes, ici de la pierre massive. Il va être en mesure de relever ces ouvrages, de les mettre au propre et de dessiner les ouvrages tels qu'ils seront faits à neuf. C'est-à-dire de comprendre plus largement quel est l'appareillage, d'où le nom d'appareilleur, quel est l'appareillage de l'ouvrage en question, comment le comprendre et le restituer du mieux possible pour que structurellement le bâtiment fonctionne et soit pérennisé. Alors moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est mes charpentiers qui ont fait plus que moi. En fait, l'entreprise Asselin a fait un groupement. Nous avons fait un groupement avec 3 autres PME. Une PME dans le Grand Est, l'entreprise Lebras, une PME en Normandie, métier du bois, une PME en Pays de Loire, Cruard, et puis Asselin, en Nouvelle-Aquitaine, le siège social est à Thouars dans les Deux-Sèvres. Et nous avons, à ces 4 entreprises, érigé la flèche et les bras des transepts. Voilà, donc on s'est bien amusé. Juste sur l'entreprise Asselin, vous êtes combien et quels sont les métiers que vous... Alors nous sommes 125 collaborateurs dans les métiers de la charpente, menuiserie, ébénisterie et ferronnerie d'art. Et donc voilà, c'est une vieille entreprise familiale, si je puis dire. Et notre spécialité, c'est vraiment la restauration du patrimoine. Voilà, donc Notre-Dame, évidemment, s'il y a quelque chose qui s'appelle le patrimoine, c'est bien Notre-Dame. Voilà, bonsoir à tous. J'allais dire, d'abord, je suis prêtre catholique,
et j'ai essayé pendant toutes ces années d'être prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire être prêtre quand on est en charge comme affectataire de la réouverture de la cathédrale? C'est une autre question. Mais en gros, il y avait deux parts dans la mission que j'ai reçue de notre archevêque. La première, c'est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics comme représentant de l'Église pour toutes les discussions qu'il pouvait y avoir autour de la reconstruction de ce chantier, aussi bien avec le ministère de la Culture et son administration qu'avec l'établissement public qui avait été créé pour la reconstruction de la cathédrale. La deuxième part, c'est le chantier propre à l'Église, sur lequel peut-être on pourra revenir, qui est l'aménagement intérieur de la cathédrale, puisque c'est au diocèse que revient toutes les tâches d'aménagement intérieur de la cathédrale, avec tout ce que ça comporte, sur lequel on pourra revenir après. Et donc, c'est ces deux missions liées avec la troisième, c'est-à-dire que, vous savez, je suis frappé de ce que beaucoup de gens me disent, mais vous êtes recteur d'une cathédrale qui est fermée, donc vous n'avez rien à faire, merci. Et puis la deuxième chose, c'est de toute façon, il faut que vous rouvriez la cathédrale, donc le 8 décembre au soir, votre travail est fini. Merci. Et donc en gros, après, il faut rouvrir la cathédrale et la faire fonctionner. Elle qui doit accueillir 40 000 personnes par jour, c'est-à-dire 15 millions de personnes par an. Alors maintenant, Xavier, vous avez participé à un morceau bien particulier qui est, si j'ai bien compris, la rénovation de la fermeture de la voûte qui était ouverte. C'était exactement quelle tâche vous avez à Notre-Dame? Alors, pour être tout à fait précis, voilà, j'allais commencer par ça, je n'étais pas seul. L'ensemble de l'entreprise, bien sûr, et plus particulièrement sur mon métier, mon poste d'appareilleur, nous sommes 3 dans l'entreprise. Et nous avons travaillé sur les parties hautes de la cathédrale, notamment la voûte de la croisée du transept, qui s'est effondrée quand la flèche est tombée. Ce n'était pas trop prévu au programme qu'elle allait supporter le poids d'une flèche qui lui tombe sur le coin de la figure. Elle ne l'a pas très bien supporté. Et plus largement, toutes les parties supérieures, à savoir les murs qui sont au-dessus des voûtes et qui soutiennent la charpente et de là la toiture. C'est ce qu'on appelle les murs bahuts. Donc, ça a été le cas pour les murs au-dessus du transept et le long de la nef. Ainsi que les chemins de ronde, puisque à l'extérieur, tout en haut de la cathédrale, juste sous les toitures, un chemin de ronde fait tout le tour de la nef, le transept, le chœur. Et nous nous sommes aussi attachés à travailler sur les chemins de ronde de la nef, nord comme sud. Et en particulier, moi-même, j'ai travaillé sur les murs bahuts, donc, ces murs qui sont au-dessus des voûtes, et ceux qui sont dans les angles du transept, qui eux-mêmes devaient recevoir la charge de la flèche et de son tabouret. Le tabouret, c'est en quelque sorte les fondations de la flèche, pour le dire très schématiquement, de façon un peu fausse donc. C'est ce qui supporte la partie cachée, qui supporte la flèche en charpente et qui vient reposer sur des murs en pierre, les 4 angles. Tout cela avait bien sûr brûlé, avait été fragilisé par l'incendie et il s'agissait de le restituer en même temps que les charpentiers concevaient, eux, leur ouvrage en charpente, c'est-à-dire que tout devait coller, la pierre pour nous et le bois pour les charpentiers, au millimètre près. Ça devait plaquer. Et quand vous avez à concevoir, à relever et à concevoir des murs apparemment simples, mais qui ne sont pas d'aplomb, pas droits dans tous les sens, et qu'il faut que vous soyez précis au millimètre, c'est pas si commode que ça. Ça répond largement à la question, je pense. Vous voulez qu'on ait plus de détails? François Asselin, donc l'entreprise Asselin a participé à ce que certains parlent comme le morceau de bravoure Oui. qui a été la reconstruction de la flèche. La flèche, oui. Alors, vous avez compris, là, mon voisin de gauche, il nous a livré quelque chose qui n'était pas plan, qui n'était pas rectiligne. Donc nous, au-dessus, il ne fallait pas qu'on fasse la tour de Pise, vous voyez ? Il ne fallait pas que ça penche. Donc ça veut dire qu'il faut, bien évidemment, faire avec l'édifice tel qu'il était à l'origine, donc avec ses déformations. Et donc vous récupérez dans l'élévation de la flèche toutes les déformations à partir du tabouret pour faire quelque chose, bien évidemment, de rectiligne. Donc quand vous êtes tout en haut au niveau de l'aiguille, vous êtes à 96 mètres de haut et vous avez 60 mètres de flèche
dont 11 mètres que vous ne voyez pas parce que c'est engravé dans la croisée des transepts. Hein. Mais tout ça, ça fait une seule et même unique flèche, pièce, hein, 380 tonnes de bois environ, avec cette chose très intéressante et très embêtante, c'est que le bois, ça bouge. Et que quand vous avez des sections comme vous avez dans certains endroits de la flèche, où vous avez des pièces, certaines qui font 20 mètres de long, hein, beaucoup de pièces qui font entre 10 et 14 mètres, qui font 30 cm par 40, parfois plus, hein, eh bien, vous ne pouvez pas, et d'ailleurs, au moment de Viollet-le-Duc, hein, fin 19e, vous ne pouvez pas reconstruire en bois sec. On le sait dès l'origine. Ça veut dire qu'il était hors de question, en ce qui nous concerne, de faire un ouvrage sur lequel on soit obligé d'intervenir dans quelques années parce que tout est en train de se déformer, vous voyez. Donc il a fallu qu'on anticipe toutes les déformations à venir sur la flèche, et c'est là où tous les bureaux d'études de toutes nos entreprises, avec un bureau d'études Gaëtan Jeunesse CSB qui était vraiment très précieux, hein, on a modélisé la déformation à venir de la flèche pour faire en sorte que nous ayons des assemblages que nous puissions revisiter et resserrer dans les années qui viennent, voilà, et anticiper toute déformation pour bien évidemment ne pas avoir affaire dans quelques années à un sinistre. Donc c'est là effectivement, au-delà de la partie extrêmement complexe en termes de taille d'assemblage, parce que c'est épouvantablement complexe, c'est ce qui rend d'ailleurs la chose intéressante, qu'il a fallu vraiment voilà, anticiper. Et finalement, ce qui a été fait sur Notre-Dame, ça n'a jamais été fait auparavant. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est du patrimoine, mais on a fait de la recherche et développement. La modélisation qu'on a faite n'a jamais été faite auparavant, sur aucun édifice dans le monde. Avant de passer la parole à Olivier Ribado, ce qui me frappe, et c'est pour vos deux interventions, c'est on a mis en avant, à juste titre, tous ces métiers anciens qui ont été revalorisés, et Notre-Dame a pu faire, le chantier a pu fonctionner comme ça aussi parce qu'il y avait les compétences qui étaient disponibles pour avancer. Mais en même temps, et en rebondissant sur ce que vous avez dit, on a aussi profité énormément de tout un travail de nouvelles technologies. Si la charpente n'avait pas été scannée, on n'aurait pas eu les résultats. Si pour les pierres de la voûte, il n'y avait pas eu une modélisation pour voir les pierres qui étaient tombées, où elles pouvaient se mettre, les heures de travail pour la charpente. Donc il y a ce mélange entre des métiers qu'on appellera traditionnels, peut-être, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais qui étaient des compétences qui étaient disponibles, et des compétences tout à fait modernes. Il y a ce mélange qui est intéressant, qui est peut-être tout à fait normal, hein, mais là, je le vois comme quelque chose d'important. Oui, mais ce que vous dites est intéressant parce que souvent, vous savez, tous les ans, en tant que président de la CPME, j'emmène une délégation de chefs d'entreprise au CES de Las Vegas. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Mais j'emmène pas des gens de l'économie du numérique. J'emmène des entrepreneurs dans des secteurs très traditionnels. Et là, ils s'aperçoivent que c'est comme l'intelligence artificielle, ils s'aperçoivent que c'est un outil qui vient au service de métiers parfois très traditionnels, qui nous permettent, nous aussi, de faire des bons technologiques. Il n'en demeure pas moins que si, à la base, vous n'êtes pas un bon tailleur de pierre ou un bon charpentier, vous avez beau avoir tous les outils numériques que vous voulez, jamais vous ne reconstruirez Notre-Dame. Je prendrai l'exemple, dans mon cas, qui rejoint ce qu'a dit François Asselin, de l'ordinateur, tout simplement. Bien avant les modélisations, les nuages de points, on a l'ordinateur. On apprend à faire du trait de charpente, par exemple, ou de menuiserie, ou de taille de pierre, sur des tables à dessin, avec des règles, des équerres, des compas, des crayons. Ça permet de passer de la 3D, d'un ouvrage dont la réalité est en 3 dimensions, à sa représentation en 2 dimensions. Cette maîtrise-là, elle se fait sur une table à dessin, plus tard elle se fait sur un ordinateur. Le support change, mais pas le savoir-faire. C'est ça qui est à la racine, c'est ça qui est à la base. Si on ne l'a pas, on pourra prendre tous les moyens technologiques que l'on veut, ça ne résoudra aucune question. Olivier, donc vous êtes aussi à la tête d'une équipe pour tous les aménagements intérieurs, tout ce qui relève des compétences
de l'Église. Et là aussi, il a fallu organiser, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'établissement public pour la partie extérieure, mais vous avez eu aussi tout ce travail de programmation, d'être sûr que les trains arrivent à l'heure, de choix des artisans. Enfin, voilà, il y a l'Église de fait, le diocèse de Paris avait un chantier qui vivait en coactivité avec le chantier général mené par l'établissement public. L'aménagement intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diocèse de Paris avait à sa charge plusieurs choses. La première, c'était le mobilier liturgique, puisque l'autel avait été écrasé lorsque la voûte est tombée. Et donc l'archevêque de Paris avait souhaité qu'on bénéficie de cette occasion, j'ose dire, pour recréer un mobilier liturgique harmonieux pour l'ensemble, et notamment en mettant le baptistère à l'entrée de la cathédrale. Donc il a fallu toute une procédure pour choisir l'artiste. Et je dois dire, pour avoir la chance de rentrer dans la cathédrale tous les jours, que je pense que c'est vraiment très réussi. Ce qui avait été donné comme consigne, et je trouve que c'est intéressant, c'est que ce mobilier liturgique devait avoir une fonction pour la liturgie, bien évidemment, mais s'inscrire surtout dans l'histoire de la cathédrale. Et pour moi, ça reste quelque chose de fondamental, c'est de comment est-ce qu'on ne plaque pas quelque chose à Notre-Dame, parce que si on plaque quelque chose à Notre-Dame, ça ne peut pas fonctionner, mais comment est-ce qu'on rentre dans cette histoire qui a plus de 860 ans pour la continuer, parce qu'elle ne s'arrête pas. La deuxième chose, c'est les chaises, les assises, où il y a eu beaucoup de débats sur ces choses-là. Et comment est-ce qu'on fait des chaises? On avait donné dans le cahier des charges une consigne assez étonnante pour des chaises, c'est-à-dire nous avions demandé qu'elles soient silencieuses. Silencieuses non pas parce que quand on les remet, elles ne fassent pas de bruit, mais c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les plus importantes. Elles s'effacent devant ce qui est le plus important, qui est le mobilier liturgique et notamment l'autel. Mais sans doute ce qui était le plus fondamental, ça a été le réaménagement du parcours que les visiteurs seront amenés à faire. Je dis toujours que j'aime bien ce mot de visiteur et non pas de touriste, parce que le visiteur est celui qui est appelé à faire une visitation et que les 15 millions de personnes qui rentreront à Notre-Dame sont appelées à faire cette rencontre, comme Marie a rencontré Élisabeth, cette rencontre de Dieu par la beauté, par l'art, mais aussi par le témoignage de foi des croyants. Et donc, repenser ce parcours de visite, c'est repenser toutes les chapelles qui sont aussi bien dans le collatéraux que dans le chœur, et pour pouvoir avoir une cohérence globale de ce parcours. Et donc ce travail a été compliqué, il a été lent, parce que le ministère de la Culture nous avait demandé de faire rentrer toutes les œuvres qui avaient été sorties de Notre-Dame, mais en même temps de pouvoir en mettre d'autres s'il était nécessaire. Et en fait, on s'était aperçu que dans les décennies passées, les différents membres représentants du diocèse ou la DRAC avaient mis ces œuvres un peu n'importe comment et qu'il n'y avait plus de cohérence. Donc il a fallu retrouver une cohérence qui a été un travail très intéressant et en même temps très prenant. Le troisième chantier qui a été le nôtre, qui n'est pas le moindre, c'est de nous occuper de tout ce qui concerne la lumière, le son, la captation vidéo. Je suis personnellement fasciné par ce qui a été fait sur la lumière à l'intérieur de la cathédrale, par un homme remarquable, il s'appelle Patrick Rimou, qui se dit lui-même être un sculpteur de lumière et un tailleur de l'ombre. Et je crois que ce jeu entre la lumière et l'ombre est quelque chose de très important, de très beau, et qui nous a amenés à réfléchir sur ce que nous voulions faire pour mettre en lumière aussi bien la dimension patrimoniale que la dimension liturgique de la cathédrale. Quatrième élément, c'est tout ce qui concerne la médiation culturelle, parce qu'accueillir 15 millions de visiteurs, c'est pas simplement traduire dans d'autres langues ce qui se dit en français, mais essayer de faire rentrer des gens de cultures et de religions différentes dans ce qui est en même temps un trésor du patrimoine et en même temps un lieu phare de la foi chrétienne. Et donc ce travail de médiation est un travail essentiel que nous avons essayé de faire. Enfin, dernière chose, le travail, nous avons la responsabilité de deux éléments particuliers. Le premier, c'est le trésor. Le trésor est géré par la cathédrale et nous avons refait toute la scénographie du trésor qui est un véritable musée à l'intérieur de la cathédrale, qui a été complètement repensé, quelque chose honnêtement de très beau. Et en même temps, nous avons confié à Sylvain Dubuisson le soin de construire un nouveau reliquaire pour la couronne d'épines qui soit à la hauteur de l'édifice et à la hauteur de la relique qu'il renferme. Et donc c'est tout cela que nous avons eu en charge. Sans compter ce qui concerne la réouverture, ça c'est jusqu'au 7 décembre, si j'ose dire, mais le 7 décembre au soir, le 8, commence la vie nouvelle de la cathédrale, avec sa liturgie, avec l'accueil des personnes, avec le fonctionnement, et donc il y a tout un travail pour faire vivre cette cathédrale dès sa réouverture.
Merci. Je voudrais maintenant qu'on a vu un peu les éléments les interventions qui ont été faites dans la cathédrale, qu'on réfléchisse un petit peu sur les conditions du travail. C'est-à-dire, parce que la réalité, c'est que un chantier de cette ampleur, dont on fixe à l'avance la fin du chantier, ça n'existe pas d'une certaine manière. On est dans une situation et on peut dire que quand les choses se passent comme ça, il y a souvent un loup quelque part, pour dire. Et souvent, ça peut être soit que tout ce qui avait été annoncé n'est pas fait, soit qu'en termes de conditions de travail, enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'un chantier arrive à l'heure. Et pourtant là, apparemment, le chantier arrive à l'heure et dans de bonnes conditions. Alors qu'il y a eu toute une série d'événements qui se sont produits. Si on se rappelle la pollution au plomb qui a bloqué le chantier pendant un certain temps, il y a aussi la période Covid, et puis il y a les questions archéologiques, par exemple. Ayant vécu quelques années à Rome, je sais très bien que chaque fois qu'il y a une construction ou quelque chose qui se passe, il suffit qu'on découvre quelque chose et le chantier est bloqué pendant des mois. Et là, c'est uniquement des événements extérieurs. Qui peuvent se produire. Et donc, la réalité, c'est que le pari de la reconstruction a été tenu, mais il faut, je suppose que vous pourrez tous dire que ça n'a pas été facile et que des difficultés ont été à être surmontées à chaque instant. Et il y a eu donc des défis humains et d'organisation, et du point de vue d'où vous êtes, c'est intéressant de voir les différents éléments. Je suppose que vous, Xavier, la question de coordination entre les différents corps de métier, la manière de planifier tout ça, de mettre une équipe en place pour la partie, n'était pas juste un grand fleuve tranquille. Ça a dû être aussi un peu compliqué. Le sujet, c'est un peu de voir quels sont les défis et comment ils ont été surmontés. Dans notre cas, c'était vrai pour toutes les entreprises, puisque l'ensemble d'un bâtiment aussi vaste que Notre-Dame en chantier, partout, en même temps, ça n'arrive pour ainsi dire quasiment jamais. Il y avait en réalité plusieurs chantiers dans le chantier. Chaque métier avait différents lots auxquels il répondait. Et c'est organisé comme cela. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons produit une organisation pour satisfaire à ce qui nous était demandé. Et bien sûr que dans le cas, pour le coup particulier de Notre-Dame, qui est mais bien sûr avec une renommée nationale et internationale, la question du calendrier, de l'impératif de la réouverture et un horizon auquel il faut nécessairement, non seulement souscrire, mais il faut s'y conformer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est laissé comme une possibilité élastique. Nous-mêmes, nous avons mis en place des équipes donc d'appareilleurs, de tailleurs de pierre, de maçons, et aussi tout ce qui est en dehors du chantier, les conducteurs de travaux et les chefs de chantier. Nous avions 2 chefs de chantier, un qui était sur la partie plus organisationnelle, en dehors du chantier, les différentes réunions par exemple, aussi avec les architectes et les autres entreprises, et un chef de chantier qui lui était sur place, sur le chantier lui-même, pour piloter les équipes. Et tout ça a été possible sur l'ouvrage en particulier que nous avons fait, à savoir les parties hautes et notamment la croisée du transept, la voûte de la croisée du transept, précisément parce que l'entreprise dans laquelle je travaille voit les métiers comme une transmission et un travail d'équipe, ce qui, en tant que compagnon du devoir, correspond à l'idée que je me fais d'un métier et de son application dans le travail. C'est-à-dire qu'on apprend
un peu par soi-même, par l'observation, mais aussi parce que les autres nous font confiance et nous apprennent eux-mêmes ce qu'ils ont reçu, ainsi de suite. Et cela a été possible de travailler sur cette partie très technique, notamment de la croisée du transept, dans sa conception, dans sa réalisation et dans son organisation logistique, précisément parce que les équipes existaient déjà. Sans cela, ce n'aurait été impossible, parce qu'on ne monte pas ex nihilo une connaissance des gens entre eux, un fonctionnement, des habitudes. Cela, ça se fait au long cours. François Asselin. Sur ça, et aussi sur cette particularité qui est que vous vous êtes associés Oui. avec des entreprises concurrentes. Avec 3 concurrents, ouais, là. Donc il a fallu apprendre à s'aimer. Alors ce qu'on a fait, on a signé une charte entre nous 4. Premièrement, on s'interdit de débaucher des charpentiers d'une entreprise à une autre. Oui, évitons de faire monter les enchères, premièrement. Deuxièmement, on s'interdit de communiquer seul, c'est-à-dire que si on communique, on cite systématiquement les 3 autres entreprises. Hein. Et puis maintenant que c'est fini, ben, j'aime mieux vous dire qu'on se castagne pas mal sur les autres affaires. C'est reparti comme avant. Mais ce qui est moi, ce contexte de chantier, je vous assure, moi, ça fait mon plus beau diplôme, c'est PME plus 31. Ça fait 31 ans que je dirige l'entreprise familiale. Je peux vous dire que des chantiers, j'en ai vu. Mais un comme celui-ci, je n'en ai jamais vu dans le contexte dans lequel on a évolué. Et je pense d'ailleurs à tous ceux qui ont pu donner de leur propre poche de l'argent pour la reconstruction de Notre-Dame. Franchement, vous pouvez être fiers, parce que moi, je suis fier de la façon dont ça s'est passé. On a eu un clergé exigeant, mais sympa. Bon, ça, c'est normal. Ils sont experts en humanité, donc bon, voilà. Faut qu'ils montrent l'exemple. Mais quand même, on a eu une maîtrise d'ouvrage remarquable. Je rends hommage, bien sûr, au général Georgelin, mais Philippe Jost aussi, hein, qui lui a succédé. Vraiment, ce sont des belles personnes. Elles ont tout compris, y compris la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que, avec Monseigneur, il venait sur le chantier régulièrement. Ils sont venus dans nos ateliers. Ils connaissent nos compagnons. Si bien que moi, chef d'entreprise, au départ de ce chantier, j'étais très inquiet parce que quand je voyais le délai et la complexité, je me dis « Oh là là, il va falloir que je motive les gars. » Je n'ai rien fait. Mais je vous assure, je n'ai rien fait. La motivation, elle était, je dirais, intrinsèque à l'objet. À partir du moment où vous avez toutes les personnes qui sont très haut là-haut, là, vous voyez, hein, ces grandes personnes, etc., qui viennent regarder l'ouvrier, comment ça va se passer, etc. Mais c'était gagné, quoi. Et je pouvais vous assurer que sur le chantier, on n'a jamais eu un seul jour de retard. Au niveau qualitatif, les gars ont bossé d'une façon extraordinaire. Et le fait qu'on s'allie entre concurrents, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a reconstruit la flèche tous en même temps. On a mutualisé les équipes. Si bien qu'un charpentier de chez Asselin, il avait à cœur de montrer qu'il n'était pas plus mauvais que le charpentier de chez Tartampion. Et puis la pause café, c'est pas 15 minutes parce qu'on est courageux, hein. Donc en 5 minutes, le café, il a avalé. Si bien qu'en termes de productivité, on parlait de productivité ce matin, je n'ai rien fait, je vous assure. Hein. Donc tout ce contexte, je vous assure, grâce à Notre-Dame, moi j'ai pu le vivre hein, en tant que chef d'entreprise, mais je pense aussi que mes équipes l'ont vécu comme moi je l'ai vécu, et c'est une très grande fierté. En tout cas, voilà, si tous les exemples que je peux connaître de coactivité se passaient comme à Notre-Dame, j'aime mieux vous dire que parfois on serait beaucoup plus heureux, on dormirait mieux. Olivier, comment est-ce qu'on peut vivre dans un projet où il y a autant de parties prenantes? Je veux dire, c'est incroyable le nombre. Il y a eu des graphiques en montrant tous les contrôles, informations, ceci, cela. Normalement, ça prend un temps énorme et là, apparemment, ça n'a pas eu de conséquences. Oui, alors, je rebondirai d'abord sur ce que vient de dire François. Pour moi, il y a 3 atouts majeurs dans ce chantier, me semble-t-il. 1, c'est la durée de 5 ans. C'est d'avoir fait en sorte que ce chantier soit terminé sur 5 ans. 2, c'est l'impulsion donnée par le général Georgelin, dont on connaît le caractère, la force de caractère, et qui a donné un rythme. Et 3, ce sont les compagnons. Je dois dire que moi, j'étais avant recteur de Lourdes, puis avant la conférence des évêques, mais je suis rempli d'admiration devant ces compagnons.
rempli d'admiration devant ces hommes et ces femmes qui ont un dévouement, qui ont un savoir-faire et qui, je crois, ont vécu, Xavier serait bien mieux placé que moi pour le dire, mais qui ont vécu à Notre-Dame quelque chose de spécifique et qui, moi, fait mon bonheur de prêtre. C'est ça mon bonheur de prêtre, c'est d'être avec les compagnons et d'être au milieu de tous ceux qui travaillent sur ce chantier. Après, je trouve que pour moi, le défi le plus difficile, c'est pas tant la multiplicité des acteurs, parce que la multiplicité des acteurs, j'allais dire, en ce qui concerne le chantier, il y a quelqu'un qui s'appelle l'OPC, qui est chargé de faire un calendrier et qui vérifie que chacun est à sa bonne place et travaille au bon moment. Mais ce qui est le plus difficile, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire, on a dit 5 ans, mais il suffit qu'il y ait une crise de Covid et on se prend 6 mois dans la tronche. Il suffit que, je ne sais pas, l'inspectrice du travail passe et dise là, c'est échafaudage et pas conforme, donc on arrête le chantier pendant un moment. Il y a des tas de choses qui sont imprévisibles. Une petite chose, nous, on va ouvrir la cathédrale le 7 décembre. On ouvre la cathédrale avec 50 salariés qui sont en train d'être tous embauchés là maintenant, qui ne connaissent pas la cathédrale. Et on a une marche à blanc. Parce qu'il faut savoir comment on allume l'électricité, comment on fait marcher le chauffage, comment on règle les 1600 projecteurs, comment on règle les plus de 1000 haut-parleurs, comment l'évêque s'installe et célèbre la messe, etc. C'est des choses comme ça qu'on ne sait pas faire. Il y a 1 an, on nous a dit vous aurez 2 mois pour la marche à blanc. Il y a 6 mois, on nous a dit vous aurez 1 mois pour la marche à blanc. Il y a 3 mois, on nous a dit on verra pour la marche à blanc. Et là, nous n'avons pas encore commencé la marche à blanc. Ça ouvre dans 15 jours. Donc, l'imprévisibilité. Et pour ça, il n'y a pas de réponse, si ce n'est pour moi croyant, la foi, c'est-à-dire de me dire, si c'est moi, Olivier, qui guide ce chantier et ce que j'ai à faire, c'est mort. Mais je pense qu'il y a un autre, et l'Esprit Saint agit. Et l'Esprit Saint agit aussi en mettant l'unité au cœur de ceux qui parfois pourraient être désunis. Et 2, c'est la devise que je fais depuis que j'ai été en responsabilité dans les JMJ, c'est SPA, souplesse, patience, adaptation. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel, en faisant en sorte qu'on n'accomplisse pas simplement un travail, mais on accomplit une œuvre. On est au service d'une œuvre. Et on ne vient pas simplement travailler le matin, mais on est conscient de faire quelque chose qui nous dépasse. Et je pense que c'est ça qui permet aussi que nous puissions rouvrir d'ici quelques jours. Oui, vous avez là décrit ce qui a été dit plusieurs fois, l'esprit Notre-Dame, d'une certaine manière. Hein. C'est ça. Et vous, François Asselin, comment vous tirez de ce chantier justement ces éléments un peu durable qui pourrait, pour vous, représenter l'esprit de Notre-Dame? Si vous voulez, c'est dans une carrière professionnelle, c'est quelque chose qui vous marque, voyez. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous marque, c'est quelque chose qui est à partager. Voilà. Et partager quelque chose qui vous marque et donc qui vous dépasse, finalement, c'est tout l'enjeu que nous avons tous à vivre avec la réouverture de Notre-Dame. Ça doit nous parler à nous, chrétiens, de ce qu'est capable de faire l'homme quand il est inspiré. Et quand il est bien inspiré, ça peut aussi nous faire rendre compte que dans notre pays où tout le monde rouspète, il y a des choses qui fonctionnent. Ça peut montrer aussi que lorsqu'on a parlé un peu de la jeunesse, faisons attention à la façon dont nous parlons du monde professionnel à la jeunesse de notre pays, parce qu'il y a des jeunes qui, dans nos entreprises, sont en mode projet et non pas en mode rejet. Ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est bien, mais ça veut dire qu'il y a quand même des belles choses. Et là, j'ai la joie d'avoir vécu vraiment une belle chose, très compliquée, très exigeante, mais comme vous savez, vous connaissez l'adage, soyez exigeants, vous ne décevrez jamais. Je ne suis pas déçu. Je dois dire que j'ai été, je vous le dis maintenant, vous avez fait un premier appel à la mobilisation générale le lendemain de l'incendie, en tant que président de la CPME. J'ai d'abord envoyé un SMS au président de la République en lui disant « T'es fou de nous demander de faire ça sur 5 ans ». C'est la première chose que j'ai faite. Parce que je n'y croyais absolument pas. Et comme quoi, vous voyez, j'étais complètement nul, parce que finalement, c'était une bonne décision. Et l'autre bonne décision, effectivement, c'est de faire, entre guillemets, de Notre-Dame, ce qu'on pourrait appeler une sorte de laboratoire
de ce qui peut fonctionner et être efficace dans notre pays sans rien renier à l'exigence. Voilà, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de raccourci sur ce chantier en termes de qualité de travail. Et là, mon voisin peut témoigner à ma gauche. Hein. Je peux vous dire que ça a été remarquablement bien restauré, reconstruit. Ce qui a été fait est, je vous assure, franchement exceptionnel. On peut tous collectivement être très fiers. Hein. Et d'autant plus fiers que ce n'est pas le fait d'une personne, c'est le fait vraiment d'un élan. La Sainte Vierge, elle était là, quoi. C'est pas possible, quoi. Xavier, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet esprit de Notre-Dame? Je prolongerai ce qu'a dit Monseigneur Ribado-Dumas, à savoir quelque chose qui est plus grand que nous. Et pour ce chantier en particulier, bien sûr, et pour le compagnonnage en règle générale, c'est ce qui nous anime et qui nous fait faire ce que nous faisons. Pour ma part, quand j'ai découvert, quand j'étais encore apprenti, la règle des compagnons du devoir, j'ai vite compris qu'on parlait la même langue, à savoir, cette devise qui est d'une formulation géniale à mon avis, c'est ni s'asservir, ni se servir, mais servir. Eh bien, servir, je me suis dit, ça va, on est quand même d'accord sur le fond, ça devrait bien se passer, et c'est ce dont on parle ici. Être au service de quelque chose qui n'est pas se servir soi-même, penser à soi bien sûr, c'est-à-dire construire sa vie, construire son métier, accomplir un travail, un ouvrage, en l'occurrence Notre-Dame, sans non plus s'oublier dans ce à quoi on se dédie, ne pas devenir esclave, ne pas porter les chaînes de son propre engagement, ce serait un asservissement et on n'est plus libre par définition, mais de trouver la crête entre les deux, la ligne de crête très étroite, qui permet de se servir au quotidien. Et pour cela, on a besoin d'acquérir cette notion que ce qu'on fait n'est pas juste pour nous, n'est pas juste pour notre métier ou notre entreprise ou ceux avec qui on travaille, mais ça nous dépasse. On n'hérite pas quelque chose, on nous l'a transmis. Donc on n'est pas propriétaire. La seule chose que l'on peut faire, des savoir-faire qu'on a pu recevoir, des savoir-être, c'est à notre tour les transmettre. Tel le maillon d'une chaîne qui repose sur les maillons qui l'ont précédé et dont le sens et la raison d'être, c'est être le maillon qui recevra ceux qui viendront après lui. Une chaîne de transmission. Merci. Et cela peut se développer avec ce que nous disons que doit être un compagnon. L'horizon que l'on se propose, c'est d'avoir à cœur de se bâtir en homme et en femme capables, dignes, libres et généreux. Capable, c'est savoir faire ce qu'on fait et du mieux possible. Avoir un métier, plus qu'un travail. Nous, c'est le métier qui est au cœur, qui est le point de départ en tout cas. On arrive au compagnonnage par un métier. Pas pour un métier, mais par un métier. On espère qu'on sera quand même un peu fier de ce qu'on fait, c'est très important. On se lève pour quelque chose, on se lève pour du concret. Ce travail, ce métier doit nous rendre dignes. Mais ce n'est pas suffisant. La finalité de ce métier que nous avons en main, ce n'est pas lui-même. C'est bien le bonhomme ou la bonne femme qui l'exerce. Et on a à cœur que cette personne-là devienne libre dans sa vie, si libre de ses choix. Et pour ce faire, le métier est un moyen, pas une finalité. Et enfin, on en revient à ce qu'on disait sur la transmission, ça ne nous appartient pas à tout cela. On l'a reçu, on l'a voulu certes, bien sûr, mais on l'a reçu parce que d'autres nous ont fait confiance. D'autres nous ont transmis, nous ont aussi parfois remonté les bretelles quand il le fallait. Et on ne peut que, à notre tour, donner ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on a reçu comme dépositaire, pas comme propriétaire. Donc il faut être généreux, capable, digne, libre et généreux. C'est ce qu'on se propose et dans nos vies professionnelles, c'est là que je reviens plus concrètement à Notre-Dame,
dans ce cas très particulier, eh ben, c'est cet état d'esprit qui était pleinement à l'œuvre pour être au service d'un bâtiment, en l'occurrence, qui va plus loin que simplement des pierres ou du bois ou du plomb pour les couvreurs, mais d'une œuvre humaine qui ne peut que nous apporter de l'humilité. Sans humilité, on est dans l'orgueil, la vanité, l'hubris, comme le disaient très justement les Grecs. Et quand on est dans l'un de ces trois mots, de ces trois, j'allais dire péchés, en tout cas dans ces défaillances, soyons plus charitables, on sait qu'on ne pourra pas mener un ouvrage et que l'on va se perdre, qu'on ne sera plus dans le service, mais dans l'asservissement ou se servir. Juste une question un peu. Alors, vous y avez déjà un peu répondu. C'est un petit peu. Le chantier de Notre-Dame est un chantier très spécifique. Et en même temps, il y a toute une série d'éléments qui peuvent être utilisés pour toutes nos réflexions sur le travail en général. Voilà, je voulais juste avoir votre commentaire sur cet aspect-là. Vous savez, ce qui se joue à travers la préservation du patrimoine, c'est nos racines, c'est notre culture. Donc, il faut regarder ça avec beaucoup de sérieux. Ensuite, comme toutes les entreprises, tous les artisans, et puis nos gars, nos compagnons qui œuvrent sur la restauration du patrimoine, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation. Donc, quand on est dans une situation comme on connaît aujourd'hui les finances de l'État, c'est sûr que c'est pas rien de poser ce choix politique que de se dire il ne faut pas lâcher la restauration du patrimoine. Pourquoi ? Parce que la moitié de nos édifices appartiennent à la sphère publique, c'est État, collectivité. L'autre moitié, c'est des propriétaires qui, pour la plupart, ne sont pas des gens argentés. Et s'il n'y a pas, entre guillemets, le levier fiscal ou l'accompagnement de l'État, il ne se passe pas grand-chose, Donc, c'est sûr que là, dans l'actuel débat que vous connaissez tous, un peu chaotique à l'Assemblée nationale sur notre projet de loi de finances, Rachida Dati a maintenu une enveloppe pour la restauration du patrimoine, la même consolidée. Il faut que le budget soit voté. Et là, je dois souligner que c'est un choix politique extrêmement courageux. Bien évidemment, ça va servir à mon entreprise, pas qu'à la mienne d'ailleurs, mais surtout à ceux qu'on emploie et ceux qu'on forme. Mais il n'y a pas d'autre moyen, entre guillemets, de garder les compétences s'il n'y a pas de travaux de restauration. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai une partie de mon activité à l'export. On travaille pas mal aux États-Unis. Mais si vous saviez l'impact qu'il y a à l'extérieur de notre pays, de ce qui s'est passé sur Notre-Dame, mais c'est complètement extraordinaire. Quand je vais aux États-Unis, que je vais voir certains de mes clients, je n'arrive pas à parler de mes menuiseries, parce que là-bas, c'est de la menuiserie que j'exporte. Tous me disent, parle-moi de Notre-Dame. C'est très agaçant. Mais je vous assure, l'impact, c'est un soft power qui est exceptionnel. Alors, quand on voit qu'on a ce sentiment, je dirais, factuel ou non factuel, je ne sais pas, ou virtuel de déclassement, je peux vous dire qu'on a dans notre pays une richesse intrinsèque qui est notre patrimoine et ceux qui savent l'entretenir et le restaurer. Oui, le haut de la femme. Juste, je reprendrai 3 mots qui, pour moi, valent un peu pour d'autres chantiers. Confiance, bienveillance, humilité. Confiance, c'est nécessaire, c'est ce qui s'est vécu dans Notre-Dame. Confiance dans les entreprises, confiance dans la maîtrise d'ouvrage, comme disait François, dans la maîtrise d'œuvre, etc. Confiance les uns dans les autres. S'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas marcher. La bienveillance, et je le vois à l'intérieur de mes équipes de la cathédrale. Si on commence à soupçonner l'autre
de ne pas faire ce qu'il doit faire ou d'usurper ou de ne pas prendre sa place, ça ne marche pas. La bienveillance, elle est essentielle dans les relations de travail pour non pas simplement une efficacité, mais pour une fécondité humaine du travail. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et l'humilité, je suis heureux, Xavier, que vous ayez employé ce mot, parce que moi, depuis que je suis nommé recteur, j'ai l'impression que c'est vraiment ce à quoi je suis appelé. Humilité devant ceux qui ont construit ce bâtiment, parce que nous ne faisons que le reconstruire, mais certains l'ont construit. Humilité devant ceux qui l'ont transmis, humilité devant ceux qui l'ont sauvé, et humilité devant ceux qui l'ont reconstruit. Et pour moi, c'est ça qui m'anime profondément, et c'est ça, je pense aussi, qui peut être transmis dans d'autres chantiers.